A one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Toute la hype du basket américain sur Sport en France, votre rendez-vous hebdomadaire, vous en avez l'habitude, 52 minutes de basket US et de toute sa communauté, avec un homme maintenant qui est là depuis le début de cette aventure, et il va pas tarder d'ailleurs à s'envoler pour la Grèce avec un beau t-shirt bleu, c'est Angelo Sakarakis. Salut Angelo. La caméra là, oui, hélas. Hélas. Il a marqué quoi d'ailleurs sur ce maillot? Eh ben, c'est juste le nom Grèce dans langue locale. Ok, bon, on va apprendre avec toi, je crois, quelques mots au fur et à mesure de ce programme. Pas de Jean-Claude, hein, il est retenu encore du côté de la Comédie Saint-Martin pour sa pièce Le plus beau jour de ma vie, hein, que j'ai eu l'occasion de voir d'ailleurs ce week-end. Il faut y aller, c'est tordant. Pas d'Antoine non plus, retenu par d'autres activités du côté de New York, mais Melvin Carsanti, qui a la chance de suivre les Warriors depuis plus de 10 ans, hein, pour le site référent Basket USA, est bien là. Salut Mélo. Salut Sylvain, salut monsieur le sélectionneur. Ravi d'être là. Je trouve que les 4 matchs de second tour nous ont offert 4 matchs de ouf. Donc ravi de pouvoir en parler. Ouais, on va en parler ensemble. Je sais que tu suis ça de près. Ça va, t'es orphelin d'Antoine, tout va bien, ça va le faire? Écoute, il n'y a pas de problème. Je vais être là pour Antoine, pour vous, toujours prêt. Non mais il faut nous dire un peu là, vous vous êtes parlé un peu avant l'émission parce que déjà Sylvain Black on Black, il est magnifique, mais les petits cols là, les cols marins là, vous vous êtes donné le mot, c'est quoi l'idée là? La hype, fashion hype. Écoute, t'es fashion, t'es beau gosse, t'es pas beau gosse. Ah c'est vrai, c'est vrai. Il faut le choix de mettre des t-shirts, il y en a qui sont... Allez, avançons messieurs. La Fashion Week, c'est pas maintenant, c'est un petit peu plus tard c'est vrai. À Paris. Emric sera là aussi hein, dans sa chronique culte. On ira du côté de la Floride et de Miami, hein, parler un petit peu basket et street art. Mais avant de rejoindre Emric, on a une deuxième invitée. Ça fait très plaisir de l'accueillir. Elle a à peu près baroudé sur tous les terrains d'Europe, Angleterre, Slovaquie, Pologne, Eurocup, Euroleague et puis bien sûr le basket français professionnel, la Ligue féminine. C'est Melissa Diawakana. Salut Melissa. Salut à tous. Oh ce sourire, regardez-moi ça. Et puis cette discrétion. Hein. Ah oui. Alors que sur les terrains, c'est un peu autre chose. Hein. Si vous avez YouTube, allez voir. Melissa, c'est très très lourd. Merci d'avoir accepté cette invitation, Melissa. Merci à vous. Première question avec toi. Nous, on va parler de NBA. On sait que tu suis ça de près. La NBA a aussi une ligue féminine hein, qui s'appelle la WNBA. Qu'est-ce que tu penses de cette ligue? Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le basket français peut-être être, à l'instar des garçons, le basket féminin donc français peut amener dans les années à venir de plus en plus de joueuses dans cette ligue. On sait que Marine Johannes a joué, on sait que Céline Dumer, Edwige Lawson-Wade. Eliana Rupert a été draftée. Exactement, ça fait du monde. Qu'est-ce que tu en penses? Le basket français, oui, puisque le basket français a toujours été, entre guillemets, c'est un des meilleurs championnats déjà qu'il faut savoir chez les femmes. Quand je parle de meilleurs championnats, on a bien sûr on a la Russie, on a la Turquie, mais c'est en termes la France est homogène, donc c'est-à-dire que du premier au dernier, le meilleur globalement. Globalement, de haut en bas. Ça fait partie des top ligues du basket mondial féminin. Enfin, en tout cas, dans le basket féminin, la France est une grande référence. Donc, oui, logiquement, on devrait avoir de nouvelles générations de beaux talents. Pour nous, on devrait être, entre guillemets, un vivier, quoi. Un fournisseur dans les années à venir pour les États-Unis. Tu n'as pas joué en WNBA, tu as joué en Eurocup, tu as joué en Euroleague, tu observes quand même la WNBA. Tu as une préférence? Est-ce que j'ai une préférence? Non, puisqu'au final, vous voyez, j'aime beaucoup le jeu masculin. Okay. Alors, la WNBA, par rapport à ça, je n'ai pas joué en WNBA, mais tout au long de ma carrière, j'ai joué contre quasiment toutes les joueuses qui jouent en WNBA. On se retrouve souvent en Europe toute l'année. En Europe toute l'année, donc on a l'habitude de se rencontrer, de s'affronter. Donc, au final, j'ai pas été, mais j'ai eu pas mal le goût. Et est-ce qu'une équipe? Oui, j'étais pour les Washington, puisque j'avais une de mes coéquipières à l'époque, Emma Messman, qui avait joué et qui est d'ailleurs en plus MVP. Donc j'ai beaucoup suivi les Washingtons, mais elle vient de quitter. Et pour le moment, je pense que je vais peut-être partir avec les... Je sais pas, mon cœur balance pour l'équipe de Monsieur Wade. Et, restons ce ne sera pas sur les antennes de Sport en France, hein, malheureusement, la WNBA. Mais par contre,
la Ligue féminine arrive avec les playoffs. Hein. Vous pourrez suivre, je crois, l'intégralité des matchs sur Sport en France. Avec des consultants de qualité. Avec des consultants de qualité. Donc, restez connectés. On a un gros programme. Hein, on est déjà très bavard, donc on va se lancer. On a des rubriques ici, une rubrique news. Donc, la première de ce programme, hype ou pas hype. Kevin Durant se console à Monaco, on l'a vu du côté de Monaco. L'ombre de Joel Embiid qui plane de nouveau sur l'équipe de France et les Lakers, champions du monde de vente de maillots. Ensuite, on prendra la direction de Miami et la chronique fraîche d'Emric Parker. On ira dans les rues d'ailleurs de Miami. Hein. On verra un peu le lien entre le street art et le basket. Ça va être plutôt sympa. Chris Paul, le meneur des Suns, et dans le débat de la semaine. Et on finira par un double focus. Les Warriors opposés aux Grizzlies et les Bucks face aux Celtics dans les playoffs NBA. On y va, on est prêt. Première rubrique, hype ou pas hype. C'est parti. Alors c'est les news, hein, hype ou pas hype chez nous. Qu'est-ce qui te hype, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu mets de côté. On en a sélectionné 3. On va commencer, je l'ai dit dans le programme, par Kevin Durant, donc l'ailier des Nets, hein, éliminé prématurément, on peut le dire quand même, en play-off par les Celtics. 0-4, ça fait mal. Et bien, pour se consoler, Kevin Durant a pris l'avion et a atterri du côté de Monaco pour soutenir l'un de ses anciens coéquipiers, Mike James, dans une confrontation en Euroleague. C'était il y a quelques jours. Je vous propose de regarder l'image. Du lourd, du méga lourd, du supra lourd. Ouais. Regardez Kevin Durant. Ah oui, il s'éclate, hein, il passe un bon moment ce soir. Ouais. Légèrement déséquilibré. Snoukas à 3 points. C'est raté, c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné, les amis. Au bout du suspense, le shoot au buzzer de Kostas Snoukas qui est raté. Monaco s'impose 78 à 77. Quelle soirée de légende! Mélissa, on imagine que pour les Monégasques, voir Kevin Durant débarquer comme ça a dû être hype. Est-ce que c'est hype pour toi de voir un Kevin Durant un petit peu comme Monsieur Tout le Monde dans une salle Gaston Médecin du côté de Monaco qui doit faire peut-être 2500 places, quoi. Une salle de high school aux États-Unis. C'est très hype, hein. C'est très hype, même pour une bon. Wakana, c'est... J'étais Ça te surprend bien sûr. Enfin non, surprendre non, mais c'est agréable, ça fait plaisir. Je pense qu'avec tout ce qui est en train de se passer, en plus pour la Betclic, avoir quand même pas mal de joueurs avec des bons renommés, ouais. Ça donne une belle dynamique et de voir ça, ça fait juste confirmer qu'il y a un petit vent qui est en train de... Ouais, à savoir si on va réussir dans le temps à les conserver. Après, clair. Qui d'autre que Monaco est mieux armé financièrement pour durer dans le temps avec des profils de ce genre. Mais c'est une forme de respect quand même pour Monaco de voir un Kevin Durant débarquer comme ça. Hein. C'est une forme de respect pour Mike James. Pour Mike James, pas Monaco. Il aurait été n'importe où. Il serait allé à Munich, à Brenne, peu importe. Il serait allé là où son pote joue, tout simplement. Donc c'est une vraie forme de respect envers son ancien coéquipier. C'est une considération qu'il lui donne où on connaît très bien. Tu sais, Mélissa, on connaît des gens qui ont, on va dire, des CV, qui ont une certaine image. De se permettre d'aller voir un pote comme ça de manière très spontanée, très simple au final. On sait très bien que ça va faire couler de l'encre. On sait très bien qu'il va y avoir les paparazzi, les médias qui vont se jeter sur cette info-là. Mais Kevin Durant, ça montre le respect et l'appréciation qu'il a pour Mike James. Donc c'est pour lui que c'est hype. On peut voir d'ailleurs le palmarès de Kevin Durant, hein, pour ceux qui le découvrent. Joueur extraordinaire, double champion NBA avec les Warriors et double MVP, hein, d'ailleurs des finales. Voilà, ça s'affiche. 12 sélections All-Star et 3 fois champion olympique quand même. Et une fois champion du monde aussi. Un joueur qui a 34 ans, champion du monde aussi et qui va encore, j'espère, jouer très très longtemps. On va lancer Melvin, hein, qui a vu Kevin Durant jouer sous le maillot des Warriors. Cette relative discrétion que peut avoir Kevin Durant, on connaît aussi les facéties un peu de LeBron James, hein, quand LeBron James se déplace, la terre entière est au courant et ça draine énormément de monde. Kevin Durant, c'est différent. Il fait ce qu'il veut en toute discrétion, il arrive à Monaco, il fait son truc et il s'en va. Est-ce que ça ressemble au Kevin Durant que tu as côtoyé pendant quelques années aux Warriors? Oui, alors on a aussi oublié qu'il a été MVP de la Ligue une fois quand il était au Thunder avec Russell Westbrook. Après, c'est sûr que quand on le voit sur Twitter, il fait un peu des vagues, mais par contre, dans la vie,
Moi, ce que je retiens de cette visite, c'est que Kevin Durant, c'est ce qu'on appelle, c'est un baller. C'est-à-dire que c'est vraiment la définition du basketteur pur. C'est-à-dire qu'il respire le basket, il mange basket, il dort basket. C'est sa passion. Et je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, bien sûr, il est pote avec Mike James, mais je pense que s'il n'était pas autant passionné de basket, il aurait pu aller se poser dans une île tranquille pendant ses vacances au lieu d'aller à Monaco pour aller voir un match de basket. Et pour moi, c'est ça que je retiens. Il veut aller au match 5. Hein. Il veut aller au match 5 ? Ah oui, il veut aller vivre l'ambiance du Pirée. Il veut aller dans l'antre du Palais des Sports de l'Amitié. Il devrait découvrir une autre ambiance que... Ah, ça va pas être amical. Hein. Angelo peut en attester. Ouais. L'aventure de Kevin Durant en Europe pourrait très bien se prolonger puisque le joueur projetterait de finir sa carrière du côté de l'Espagne et de Barcelone. Je vous lis la décla. J'aimerais jouer pour Barcelone lors de ma dernière année. C'est la 2e meilleure ligue du monde et les matchs d'Euroleague ont l'air plutôt amusant. J'ai voilà. aimé la manière dont il présente le truc. Amusant, hein, pas forcément compétitif. Il prendrait du plaisir, forcément, Kevin Durant, à je pense jouer au Barça. qu'il met le doigt, non pas sur le niveau de jeu qui est amusant, mais plus sur l'atmosphère. On sait très bien que c'est beaucoup plus... c'est pas bon enfant, mais c'est beaucoup plus linéaire, tu sais, plus plat, hein, l'ambiance NBA. Ça va faire defense, defense. En Europe, tu as des chants, tu as une vraie communauté, tu as une histoire au niveau du fanatisme qui... Tu ne vis qu'en Europe. Et tous les Américains qui passent par l'Euroleague et même les championnats européens en attestent. Donc, ces histoires-là accourent dans les vestiaires NBA où bon nombre de joueurs qui ont joué en Europe y arrivent aussi. Mike James a joué justement avec les Nets. Et donc, dans les vestiaires, on se raconte des histoires et c'est certain que la renommée de l'Europe et de la folie de ses supporters grecs, turcs et autres, c'est quelque chose. On reviendra sur cette histoire si jamais ça devrait se concrétiser, à savoir quel est le voyage le plus facile à faire, Europe vers NBA ou NBA vers Europe. NBA Europe, mais on en parlera. On en reparlera. Ouais. Deuxième news, ça concerne Joel Embiid. Joel Embiid et donc son ombre qui plane de nouveau sur l'équipe de France. Joel Embiid serait-il un joueur de Vincent Collet dans quelques mois? C'est la question qu'on va se poser. Ça a été déjà sorti en 2018. Hein, il y avait même eu une polémique autour de ça. Evan Fournier avait répondu. Les propos de Joel Embiid, je vous les redonne. En 2018, je ne viens pas de France, mais j'ai de la famille là-bas. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'offre d'ici ou ailleurs, mais ce serait une belle opportunité. Donc ça, c'était en 2018. Votre avis déjà sur Joel Embiid et cette volonté de se naturaliser, hein, du coup, je n'aime pas du français. Est-ce que sur ce principe-là, vous êtes plutôt hype ou pas? Alors, je suis hype, mais pour les mauvaises raisons. Je n'aime pas du tout ce concept. J'ai de la famille qui vit au Japon, donc je vais jouer pour l'équipe nationale japonaise. Qu'il soit francophone, c'est une richesse, et sa francophonie est une richesse. Et le fait d'apprécier la France et sa francophonie, de parler français, c'est magnifique. Par contre, de dire je vais jouer pour l'équipe de France alors que je suis camerounais, je ne suis pas né en France, je n'ai aucune attache en France personnelle, je parle. Hein. C'est-à-dire je n'ai pas été dans un centre de formation français, je n'ai pas grandi là-bas, je n'ai pas vécu là-bas. Et donc non, je vais jouer pour l'équipe de France parce que c'est probablement la meilleure équipe en Europe capable de gagner des titres. Donc voilà, c'est comme s'il disait ma famille vit en Espagne, je veux être espagnol. Hablo espagnol. Non, moi ça me déplaît, même si le joueur est stratosphérique et ce serait extraordinaire de l'avoir, mais je suis un grand défenseur de la fierté du pays. Donc ça me dérange. Ok, on va rester sur tes propos et Evan Fournier avait déjà répondu en 2018 un petit peu sous le même angle que toi. Je vous lis la décla. Arrêtons avec les articles sur Joel Embiid dans l'équipe de France, ça en devient ridicule. Pour moi, jouer pour un pays avec lequel tu n'as pas d'attache, c'est dérangeant. L'équipe nationale, ce n'est pas juste un challenge sportif. Ça me dérange quand les autres sélections le font. C'est donc valable pour l'équipe de France. Ensuite, le respect pour Rudy Gobert, il est où? Et les autres qui font les sacrifices pour l'équipe de France chaque été, on en fait quoi? Voilà un petit peu les déclats d'Evan Fournier. Melvin, Joel Embiid, que tu croises du côté de la NBA, on va dire pas régulièrement, mais que tu as déjà vu, se repositionne pour être sélectionnable en équipe de France. D'ailleurs, on parle de quelque chose de très concret, parce qu'il devrait y avoir un rendez-vous et des démarches administratives sont lancées. Et un vrai rendez-vous devrait être fixé en juin prochain. Ton avis, est-ce que ça te hype ou pas de voir Joel Embiid avec Rudy Gobert, peut-être éventuellement Victor Wembanyama au Jeux de Paris?
Ça me hype, évidemment. Alors, c'est vrai que l'aspect purement basket, ça va faire peur. Si tu arrives à avoir une raquette, comme tu viens de l'expliquer avec Rudy, avec Joel Embiid et avec Victor Wembanyama, c'est vrai que ça va faire peur à toute l'Europe. Après, par contre, je suis d'accord avec Evan Fournier, je suis d'accord aussi avec Tony Parker qui avait émis la même opinion et avec Angelo, c'est-à-dire que la sélection nationale, c'est plus que juste du sportif. Et j'ai l'impression que Joel Embiid le traite un peu comme si c'était la free agency. Donc la free agency en NBA, c'est-à-dire que si tu n'as plus de contrat, tu peux décider où tu veux aller signer. Et ça ne marche pas comme ça pour les équipes nationales. Donc c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Et c'est vrai que pour les Vincent Poirier, pour les jeunes qui montent en équipe de France, est-ce qu'avoir un Joel Embiid, ça ne va pas un peu justement les boucher, les empêcher d'avoir cette expérience? Donc même si ça aiderait infiniment l'équipe de France, je ne suis pas forcément pour. Alors, avant de relancer, parce que je sais qu'Angelo veut parler justement de cette projection, on va dire, d'effectifs. Evan Fournier, toujours. Alors, on se souvient de ses tweets de 2018 et les tweetos aussi. Donc, il a été sollicité par rapport à cette information au moment où on enregistre, donc le 3 mai dernier. Et il a répondu qu'il était tout simplement en vacances. On va voir le tweet. La MIF, laissez-moi tranquille avec vos mentions sur tous les tweets EDF. J'ai une semaine de vacances dans l'année. Donc on s'en reparle en rentrant. Voilà Evan. En tout cas, il a suivi l'actualité. Ça, vous pouvez en être sûr. Sur la projection d'effectifs avec Joel Embiid. En fait, si tu veux, la projection d'effectifs, pour moi, c'est même pas un sujet important. Tu as un joueur d'un calibre MVP, NBA et donc calibre mondial, une plus-value sans nom. Le vrai problème, c'est plus ce qu'a mentionné Melvin, le fait de considérer ça comme la free agency. Il y a pas mal de nations européennes et mondiales qui naturalisent des joueurs américains ou des joueurs étrangers simplement pour essayer de bonifier un peu leurs équipes nationales dans le cadre des compétitions. Et c'est ça sur quoi Melvin vient de mettre le doigt, en fait. C'est Embiid le voit dans d'autres nations. Il y a Pudjeter qui joue pour l'Ukraine. Il y a Zach Wright qui a joué en France durant de nombreuses années, qui a joué pour la Bosnie, je crois, c'est ça? Enfin, des trucs... Ouais. Improbable. Qui me donne envie de vomir, tout simplement. Donc, c'est sur ça qu'on met le doigt. Et c'est ça qui me dérange. Alors, on dit ça, moi je suis comme vous, je trouve que c'est hype, mais en même temps, je reste pour... je trouve que la nationalité est la pure, vraie, et elle est aussi assez importante que la naturalisation. Mais tu peux l'avoir avec le temps, tu peux l'avoir mériter, c'est sûr, mais on fait partie de ces pays qui l'ont fait. On n'en parle peut-être pas chez les hommes, mais chez nous les femmes, on a Isabelle Yacoubou, qu'il ne faut pas oublier. On a Brianna Hartley qu'on a naturalisée. On a Williams qui joue chez nous, qui est américain, Gabby Williams. Donc, Bria Hartley, pour l'avoir joué plusieurs années en Eurocup, avoir rencontré sur un terrain, elle ne parle pas un mot français. Mais il y a des vraies attaches. Là-dessus, je suis entièrement d'accord sur l'aspect culturel, mais sur l'aspect même juste génétique, il y a une vraie nationalité française dedans. Il y a quelque chose de français dans la famille. Si on regarde donc si tu veux piocher dans des trucs comme ça... Non, mais c'est ce que je dis. On peut rappeler, juste pour rester sur la NBA, que le principe de naturalisation, et vous me corrigez si je me trompe, c'est un par effectif. On ne peut pas les empiler, on ne peut pas en avoir... En fait, tu peux en avoir plusieurs, on va dire, disponibles au sein de la fédération, mais tu ne peux en aligner qu'un seul. La semaine dernière, on recevait ici, sur ce plateau, Mélissa Jermine Zoli, Camerounais, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, et qui nous parlait justement du cas Joel Embiid et même Pascal Siakam. Et lui avait un avis plutôt tranché sur le fait que Embiid rejoigne la sélection ou pas. Je vous propose de se plonger dans ces quelques secondes et puis on en reparle ensuite. Pascal Siakam et Joel Embiid, qui sont Camerounais donc, comme toi, tu as joué avec eux? Non, j'ai joué avec le frère de Pascal, Siakam. Okay. Et Joel Embiid ne jouera jamais avec le Cameroun. Il a discuté avec les États-Unis, avec la France, le Cameroun. Bon, moi, comme je suis capitaine, donc j'ai des bonnes relations avec les gars du staff et je sais qu'Embiid, ça va être très compliqué. Tu ne discutes pas avec eux? Il n'y a pas la possibilité en tant que capitaine, avec ton statut, de pouvoir leur proposer un projet sportif qui les attirerait? J'ai essayé. Embiid, j'ai envoyé un message qui est toujours en attente. Et Pascal... Lu ou pas lu? Ça fait longtemps, j'ai pas regardé, peut-être que depuis la Dulia pour dire que je m'en fiche complètement. Mélissa, difficile question que je vais te poser. On se place du côté de l'équipe de France. Joel Embiid tape à la porte. On prend pas? Moi, je prends pas. Michael Bisley, je prends pas. Je prends pas. Ok. Question courte.
Réponse courte, on va suivre l'actualité de Joel Embiid, hein, ça devrait à mon avis être très très hype dans les semaines qui viennent, hein, parce que le mois de juin c'est dans quelques semaines maintenant. On a une troisième news, allons-y, ça concerne la Californie et les Lakers. J'ai un petit peu vendu mon lancement. J'ai une question à vous poser, je vais la poser à Melvin qui vit non loin de Los Angeles. Melvin, il y a un top 3 des maillots vendus aux États-Unis. Est-ce que tu peux me révéler à peu près quelles équipes seraient concernées? Alors, Sylvain, je vais dire 1, les Lakers, 2, les Warriors, et 3, les Brooklyn Nets. Tu vas être de l'autre côté de l'autre côté des États-Unis. Ok, on fait la même chose tiens, avec Mélissa. Top 3 maillots vendus cette saison. Lakers, Warriors, Bucks. Ok, top 3. Lakers, Warriors forcément. Ouais, Bucks, j'aime bien quand même. Bucks, ok. C'est Lakers, je vous le donne dans l'ordre. Lakers, Sixers, messieurs. Oh, Sixers et Warriors. On voit d'ailleurs le tableau complet. Les Bulls sont 4e. Belle performance des Bulls, cette équipe mythique. Les Nets de Kevin Durant, on en a parlé. Les Celtics, les Bucks sont 7e. Les Suns et New York. Et on finit par Memphis de Ja Morant. On y va sur les joueurs. LeBron James. Des Lakers, c'est James Harden pour justifier les Sixers, quand même, en deuxième place. Donc James Harden vend plus de maillots que Kevin Durant, quand même. Voilà. Et Steph Curry en 3. Hein. Steph souvent sur le podium. Donc Kevin Durant en 4. On a Jason Tatum aussi bien positionné en 5. Joel Embiid, on en a parlé en 6. Et le champion NBA en titre, Giannis Antetokounmpo, compatriote de Angelo. Oui, mais c'est vrai que je t'avoue que j'ai manqué de réflexion sur ça parce que quand il y a eu le trade, on avait vu justement tous ces tweets et ces vidéos des magasins qui avaient été totalement raflés à la sortie, du maillot. C'est vrai que tu dis c'est Harden qui fait le move. C'est clair. On a une autre carte aussi, on va peut-être vous la montrer. Il y a quand même des noms assez surprenants. Donc Kobe, vous l'avez cité. Il y a Mike Bibby. Il y a Yao Ming. Voilà. En fonction des États, Steve Nash aussi également. Donc c'est les stats de cette saison, hein. Saison 2021-2022. Steve Nash vend pas mal de maillots de Donovan Mitchell. Bon, ça va, on était dans le vrai au final. On était dans le vrai. Voilà, ça fait quand même un bon business quand tu joues pas. Effectivement, tu. Mais dans l'Oregon, Damian Lillard, Dieu vivant. Hein. Heureusement. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était les news, messieurs, dames. On est bavard, le temps passe, il faut qu'on enchaîne et rejoindre Emric du côté de la Floride et Miami dans la chronique fraîche. C'est parti. Mélissa, on a Emric Parker, notre insider, un peu Antoine de Maximiano, qui se balade un petit peu partout aux États-Unis, qui nous prend bien sûr des images et qui nous permet aussi de découvrir un petit peu la culture à travers des personnages ou des lieux identifiés comme historiques. Et il est du côté de Miami cette semaine, Emric, et on va le rejoindre tout de suite pour découvrir culture, street art et basket. Bienvenue à Wynwood, la chronique fraîche aujourd'hui est à Miami. Eh bien, Wynwood, c'est le street art par excellence. On est vraiment dans un endroit incroyable. Le Bushwick Collective vient de New York exprès pour taguer les murs de la cité. Et depuis 2008, c'est vraiment l'endroit où il faut être quand on est un street artiste. Je t'emmène. Et on retrouve plein de pièces du Bushwick Collective. Donc vous avez à gauche là Osiris Reign et puis à droite le Dali avec les grandes oreilles. C'est l'ami Cypros qui fait toujours des grandes oreilles sur ses personnages. Et bien sûr, l'art de rue surfe toujours sur l'actualité. Là vous avez une belle pièce avec 3 Virgil Abloh. Alors là, il y a une œuvre magnifique qui est en cours de réalisation, qui s'appelle American History, mais uniquement avec des visages noirs. Vous avez Marcus Garvey ici, Harriet Tubman. Harriet Tubman, c'était un petit peu la Moïse noire dans les années 1820-1840 qui aura sauvé tant d'esclaves, qui devrait d'ailleurs être sur le billet de $20, qui devrait changer ce billet aux États-Unis. Malcolm X et Martin Luther King qu'on ne présente plus. Rosa Parks ici, Emmett Till qui s'était fait assassiner dans le Mississippi. Oh, Angela Davis, incroyable personnage, et Huey P. Newton qui ont inventé le Black Panther Party dans les années 70. Vous voyez, là c'est donc en travaux. Ah, j'adore. Je suis
très très fan. Et bien évidemment, ça va évoluer vers le mouvement Black Lives Matter. D'ailleurs, on l'aperçoit, ça y est. Trayvon Martin qui s'était fait assassiner à Orlando. 2014, c'était Michael Brown et Eric Garner à New York. Et puis on finit avec Colin Kaepernick et George Floyd et Breonna Taylor. I Can't Breathe. Incroyable. Vraiment, vraiment une belle pièce. Et puis en plus, je vous dis, elle est en réalisation en ce moment. Donc ils ont commencé à la faire ici. C'est peint de ce côté-là. Mais sur la bâche, on montre un petit peu ce qu'il va y avoir. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Mural créé pour le Covid, pour dire qu'on était tous ensemble. We're all in this together. J'avais mis le roster du Miami Heat avec Jimmy Butler en haut là-bas. Bienvenue à South Beach, nous sommes au cœur de Miami Beach sur Ocean Drive. Ocean Drive, c'est cette avenue face à la mer qui est vraiment magnifique, remplie de couleurs pastel, de palmiers et surtout de cet art déco comme on dit. Vraiment la concentration ultime sur la planète, d'ailleurs vous n'en retrouverez pas autant ailleurs. C'est vraiment un endroit incroyable, des couleurs incroyables, une ambiance Scarface. Allez, sur ces belles images de l'hôtel Essex, je te quitte et je te dis à bientôt sur Hype et sur Sport en France. Mélissa, le sport, la culture et on va dire les axes sociétaux aux États-Unis sont des éléments qui marchent de pair. Est-ce que toi, tu es sensible à tout ça quand tu vois le reportage d'Emeric sur les murs il y a à la fois les sportifs et Malcolm X juste à côté ou Martin Luther King. Est-ce que ça t'évoque des choses? Bien sûr, ça m'évoque beaucoup de choses. On ne peut pas séparer l'art et tout ce qui est strict art et le sport. On ne peut pas séparer ça au basket, mais je dirais on ne peut pas séparer ça en termes généraux puisque il n'y a rien qui naît, entre guillemets, dans une salle. Les choses qu'on vit aujourd'hui, ça ne vient pas de là. Tout a un début. Et je pense qu'on est tous là sur un plateau. Si on se rappelle de nos débuts à tous, ça se passe surtout dans le quartier, dehors, sur un petit terrain, un petit bitume. Donc, c'est ça, le monde est là. Tout commence là. Donc on ne peut pas... Et quand on parle de street art, attention, ce sont des expressions, ce sont des choses qui sont... C'est très puissant. Et surtout aux États-Unis, ce sont des messages, c'est ce qui nous représente nous. Donc on ne peut pas le séparer du terrain, on ne peut pas le séparer. C'est culturel, c'est très important, bien sûr. Faut suivre Emeric, qui est aussi féru de sport, de culture et d'axes sociétaux. Sur Instagram, @fraîcheur, vous y allez, vous cliquez et vous verrez d'autres chroniques comme celle-ci, toujours plus intéressantes. On retrouvera bien sûr Emeric la semaine prochaine. Je vends un peu, on sera encore du côté de Miami, on rentrera peut-être un peu plus dans le basket cette fois-ci. Le débat de la semaine, Chris Paul, ça vous intéresse? Il y en a une qui va nous donner du contenu là. Allez, le débat de la semaine, c'est parti. Mélissa, tu joues point de garde, c'est ça, meneuse de jeu, on va dire, même si tu as un profil très agressif vers le cercle. On va se poser la question de savoir où classer Chris Paul, le meneur des Phoenix Suns, dans une hiérarchie des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA, peut-être même d'abord le meilleur meneur de sa génération. On va peut-être déjà commencer par ça, et après on essaiera d'aller chercher d'autres meneurs type Magic Johnson et autres. Présentons déjà Chris Paul. 36 ans, 17e saison NBA pour Chris Paul, 1m83, 79 kg. Meneur de jeu, donc je l'ai dit, drafté 4e en 2005. Et vous voyez les stats très solides, plus de 18 points, 4,5 rebonds et 9,5 passes. Chris Paul est passé par pas mal de franchises. On peut voir aussi le tableau. Il est drafté par la Nouvelle-Orléans, voilà, la Nouvelle-Orléans, qui était les Hornets, à l'époque, effectivement, passé Nouvelle-Orléans et redevenu Hornets, les Clippers pour Chris Paul, les Rockets, le Thunder et maintenant les Suns. On voit un petit peu les stats, d'ailleurs c'est assez équivalent, un peu moins de points d'ailleurs cette année avec les Suns, mais paradoxalement plus fort, c'est ce qu'en disent nos confrères américains, et c'est la question que je vous pose. On va commencer par toi, Mélissa. Est-ce que Chris Paul est le meilleur meneur de la NBA cette saison? Oui. Pourquoi? Parce que il faut pas oublier aujourd'hui la nouvelle génération est sur les meneurs qui sont entre guillemets, j'ai envie de dire tendance. Mais lorsqu'on suit le basket, tu penses à qui?
Tendance, on va penser à Damian Lillard, tendance, on va penser à Ja Morant, on va penser à tous ces petits... Trae Young, Steph Curry. Le petit LaMelo Ball, on pense à tous ces joueurs-là aujourd'hui qui sont très hype. Mais même si on devait citer, par exemple, on doit dire Curry, mais attention, Chris Paul, il est là. Chris Paul, il joue quand Kobe est sur le terrain. Chris Paul est là quand Steve Nash est sur le terrain. Chris Paul est là quand... C'est-à-dire qu'il y a des générations passées qui ne sont plus... Chris Paul a existé avec eux. Existe encore. Avec les jeunes aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire. Il a existé. Et il y a des jeunes qui sont arrivés aujourd'hui et Chris Paul est en train de faire la misère. Donc à un moment donné, c'est respectable. Il faut respecter Chris Paul. Melvin, tu as croisé la route de Chris Paul à maintes et maintes reprises. Il a effectué des matchs très très sérieux encore cette année face aux Warriors. Est-ce que pour toi, Chris Paul est aujourd'hui le meilleur meneur de la Ligue ? Alors non, pour moi, il n'est pas le meilleur meneur de la Ligue. J'ajouterai un nom à la liste que Mélissa a donnée, c'est Luka Doncic aussi, qui joue meneur pour Dallas. Par contre, je dirais que c'est le meilleur meneur gestionnaire de la Ligue et sûrement le closer ou le joueur le plus clutch. C'est-à-dire que moi, la stat qui me saute aux yeux quand je regarde Chris Paul, c'est son ratio passe décisive, balle perdue. C'est-à-dire cette saison, il tourne à plus de 10 passes décisives en saison régulière. Et il tournait à juste au-dessus de 1 ballon perdu. Et ça, c'est quand même exceptionnel pour un meneur de jeu qui a la balle dans les mains quasiment tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose que je respecte. Il a un QI basket qui est absolument incroyable. Et la façon dont il arrive à dicter le tempo, la façon dont il arrive à disséquer, à lire les défenses, pour moi, ça le rend comme l'un des meilleurs meneurs, mais pas le meilleur meneur de la Ligue. D'accord. On a une statistique, Chris Paul, all-time par rapport à son nombre de passes. Vous voyez, il est quand même entouré de très grands joueurs. Jason Kidd, John Stockton, Steve Nash, Mark Jackson. Donc un cercle très fermé des meilleurs passeurs de l'histoire de l'NBA. On n'oublie pas Magic Johnson, qui est clairement dans cette liste et aussi dans ces chiffres-là. Quand on parle de Chris Paul, meneur de jeu, je parle au technicien Angelo, est-ce qu'on peut aujourd'hui dans une ligue avec des meneurs très scoreurs, très forts sur le plan athlétique, le comparer à un Steph Curry, le comparer à un Ja Morant? Est-ce qu'il n'est pas finalement un peu unique maintenant, Chris Paul, dans sa vision de son poste? Alors pour moi, il est la quintessence de ce qu'on pourrait considérer hybride. C'est-à-dire qu'il a cet aspect old school du meneur distributeur de ballon, contrôleur de tempo, gestionnaire, mais aussi ce meneur moderne qui est capable de prendre le jeu à son compte et de mettre à lui tout seul un 8-0 à une équipe, de mettre les paniers importants sur de la création individuelle. Donc il n'y a pas les qualités athlétiques d'un Ja Morant, mais il y a 37 ans, on le rappelle. Bien sûr, mais il n'a jamais eu les qualités athlétiques de Ja Morant. Il était athlétique quand il était plus jeune, il est capable de monter au cercle, plus qu'un Tony Parker ne l'était par exemple, et on connaît la vitesse d'exécution de Parker, mais ce ne sont pas des joueurs aériens. Mais par contre, si on parle vraiment de ce que représente un meneur de jeu, pour moi, ce n'est pas simplement est-ce que tu es dans la distribution ou dans le scoring. Oui. Tu peux être un meneur scoreur et être un exceptionnel meneur de jeu. Tu peux être un meneur distributeur et être un exceptionnel meneur de jeu. Tu peux être hybride. Luka Doncic, il est hybride. Chris Paul, il est hybride. Mais on sait que Chris Paul domine énormément la balle. On sait que Chris Paul... Bon, durant très très longtemps, une des raisons pour laquelle j'étais pas super fan de Chris Paul, c'était soit shoot, soit passe d'ess. Pas forcément la hockey pass, comme ils disent aux États-Unis, ça veut dire la passe qui amène la passe d'ess. Défenseur aussi, un peu. On a une stat au niveau des interceptions, on peut la montrer. Ouais. Il fait partie des meilleurs intercepteurs de l'histoire de la Ligue. Regardez, il y a Michael Jordan dans cette liste, Jason Kidd encore une fois, John Stockton et Gary Payton. Donc il est quand même plutôt bien. Plus le temps passe, plus je l'apprécie. C'est-à-dire que... Ou plus il se bonifie. Plus il se bonifie, mais plus je l'apprécie. C'est-à-dire j'apprécie le regarder, le voir évoluer. Et en fait, son leadership maintenant a pris une dimension tout autre. On savait que c'était un meneur un peu aboyeur, très autoritaire dans un effectif. Ça a failli casser, on va dire, l'équipe des Clippers. Ils étaient tellement talentueux qu'ils ont réussi à passer outre. Mais là, à Phoenix, il fait l'unanimité. Avec la jeune génération. C'est-à-dire qu'un AD... DeAndre Ayton, qui fait quand même partie de cette génération qu'on a mal habitué,
Il a dit Chris Paul, il m'a mis le savon que j'avais besoin pour passer un palier. Et maintenant, c'est... Leader. C'est Chris Paul parle, on écoute et il s'imprègne de ça. Donc, j'apprécie énormément ce qu'il fait pour le jeu et c'est un peu à l'image de Kobe. Mais tu vois ce que je veux dire? Il fait partie de ces joueurs, à cet ADN qu'on a beaucoup reproché à LeBron de ne pas avoir. Lui, il a cet ADN de Jordan, de Kobe. Gagneur. C'est ça. Mais en fait, il est arrivé à maturité il a réussi à exister maintenant. dans le temps. On parle de maturité. Il y a un match parfait là, que vient de réaliser Chris Paul. C'était il y a quelques jours pour clore la série du premier tour de playoff. Regardez les stats de Chris Paul. Il était opposé aux Pelicans. 33 points, 8 passes, 14 sur 14 de tir, 5 rebonds. Ouais, non, mais c'est... Il a été un patron du début à la fin. Masterclass. J'ai vu ce match, il a été du début à la fin, ça a été... Il est au sommet de son art. Il est au sommet de son art. Attention, parce que c'est ce que je dis. Il y a des gens qui vont peut-être découvrir Chris Paul aujourd'hui. Ouais. Mais ceux qui connaissent et qui l'ont suivi, temps qu'il est au sommet de son art. Il n'est pas en train de faire quelque chose de différent de ce qu'il faisait avant. On a juste donné encore un peu plus de crédibilité, puisque au final, on connaît le Chris Paul des Clippers. Ouais. Mais ensuite, il y a le Chris Paul avec les Rockets. Encore, hein. Mais tu joues avec Et puis les Rockets, c'était à les Rockets, ça. C'est ça. Ça manque de bague aussi. C'est ça. Sur le plan collectif, pour l'instant, on est un peu vierge. Mais il a la reconnaissance. Mais attention, donnez-lui la crédibilité, puisqu'il passe à ça avec les Rockets, ça ne marche pas, mais ce qu'il a fait avec les Thunders derrière, on n'en a pas assez parlé. Oui, mais il les a mis en play-off. Là où on va commencer, on parle de all-time. Oui, là, on parle de all-time. Il faut le mettre à côté de Magic Johnson et peut-être même de Jason Kidd, qui a eu des mots assez élogieux concernant Chris Paul. Je vous lis la déclare. Il joue parfaitement le poste de meneur. Il sait comment bouger les pièces de l'échiquier pour l'emporter. Son QI basket est hors norme, tout comme son esprit de compétition et sa volonté. Jason Kidd, champion NBA avec les Mavs, maintenant coach des Mavs. Question à Mélissa, ce sera la dernière de notre débat. Peut-être Mélo aussi, je voudrais t'entendre là-dessus. Tu préfères la carrière de Chris Paul ou de Jason Kidd? Jason Kidd, champion NBA. Hein. Sur le tard, double champion olympique. Passeur, intercepteur, on l'a vu dans les cartons. Mais Kidd, il parle de qui dans cette déclaration? Il parle de lui-même aussi. C'est-à-dire que quand tu lis la description, c'est pour ça qu'il apprécie Chris Paul. Exactement. Réponse rapide. Mélo, il a apprécié ce que je viens de dire, Mélo. Je te presse un petit peu par le temps. Bien sûr. Non, je vais prendre Jason Kidd. Jason Kidd. Melvin, tu préfères la carrière de Chris Paul ou celle de Jason Kidd? C'est injuste, cette question. Je vais prendre Kidd parce qu'il a la bague de champion, mais je suis d'accord avec ce que disait Angelo, c'est-à-dire que quand j'étais en train de préparer l'émission, j'étais essayé de faire mon top 5 des meneurs all-time, c'est vrai que pour moi, c'est quasiment la copie conforme au niveau du style de jeu, et quand Angelo parle de la quintessence même d'un meneur de jeu, c'est du Jason Kidd, j'ai envie de dire c'est presque aussi du John Stockton, mais c'est vrai qu'il manque cette bague, mais après même s'il manque cette bague, Mélissa le disait très bien, il a cet ADN de winner, et même s'il n'a pas gagné de titre, ça reste quelqu'un qui sait gagner, et peut-être qu'on verra cette saison, il va réussir à enfin décrocher cette bague. Ok, on rentre dans notre dernière chronique de l'émission, c'est le focus. C'est même le double focus, hein. On va s'arrêter bien sûr sur l'actualité des playoffs, ça avance un petit peu, les équipes sont qualifiées, on peut peut-être mettre d'ailleurs ce qu'on appelle le bracket, hein, le tableau des équipes qui restent en course, elles sont 8. Du côté de la conférence Ouest, les Suns sont opposés aux Mavs et les Warriors sont opposés aux Grizzlies, donc ça c'est à l'Ouest. Et à l'Est, on a les Bucks face aux Celtics et de l'autre côté c'est Miami face aux Sixers. Voilà pour le tableau. On avait fait des pronos d'ailleurs avant de lancer cette aventure hype et playoff sur Sport en France. Et on avait donc misé sur ces équipes. Pour l'instant, tout le monde est en vie. c'est l'info. Les Suns sont encore là, les Bucks sont encore là, les Warriors sont encore là. Donc on peut peut-être prétendre à avoir raison dans quelques semaines. Hein. On ne bouge pas. Après, moi, j'étais peut-être celui le plus en difficulté, hein, parce qu'avec la blessure de Booker c'est vrai, t'étais parti de loin. Et des Pelicans aux dents longues. Et ça va beaucoup mieux, hein, j'ai l'impression, pour les Suns. Oui. Premier focus, on y va, on va parler des Warriors. Melvin, les Warriors sont au programme de hype, ça se passe pas trop mal hein, pour cette équipe qui s'est qualifiée au premier tour assez facilement, tu me diras d'ailleurs si je vais un peu vite dans mes propos, face aux Nuggets de Nikola Jokic. Ils sont opposés à Ja Morant et les Grizzlies au deuxième tour. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement de ce premier tour
Et comment tu vois tes Warriors face à Taylor Jenkins et Ja Morant? Ouais, bah écoute, au premier tour, j'ai pas été surpris parce que face à une équipe de Denver, le match-up était extrêmement à leur avantage, même si Denver a Nikola Jokic, mais Denver n'avait absolument aucun défenseur qui pouvait arrêter Steph Curry, Klay Thompson et maintenant l'éclosion de Jordan Poole, donc de jouer avec ce 5 entre guillemets de petite taille avec un mouvement incessant et cette menace de tir. Contre les Grizzlies au second tour, c'est une série qui va être, je pense, qui va être extrêmement intéressante. On l'a vu avec un premier match absolument dingue. Les Grizzlies amènent un défi qui est complètement différent. C'est-à-dire que les Grizzlies, c'est jeune, c'est extrêmement athlétique. Ils basent leur jeu sur le rebond offensif, sur le provoquer des ballons perdus pour pouvoir partir et pouvoir donner la balle à Ja Morant en transition et cette attaque du cercle. Alors que les Warriors, eux, c'est plus le tir à 3 points, également la transition. Et donc, du coup, il y a une sorte d'équation entre est-ce que l'adresse des Warriors va tenir face à la pression que les Grizzlies peuvent mettre sur leur adversaire. C'est passé au match 1, dans un match 1, je dirais, assez historique pour les Warriors. C'est vrai qu'on les a vus. C'est la 25e fois qu'ils gagnent un match à l'extérieur dans une série c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que toutes les séries que Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green ont joué ensemble, ils ont à chaque fois gagné un match à l'extérieur. Et le faire sans Draymond Green qui a été exclu dans ce match, c'est très très fort. Et je pense que du coup, ça met la pression aux Grizzlies parce qu'au match 2, on va avoir des Warriors qui arrivent sans pression pour essayer de faire le break. Je reste avec toi. La pool party continue. Hein. Jordan Poole, toujours aussi fort, toujours aussi surprenant. On voit d'ailleurs les stats de Jordan Poole dans le premier match 31 points, 9 passes, 8 rebonds. Hein. C'est 22 ans ou un peu moins de 22 ans de Jordan Poole et c'est le premier match de sa carrière à ce niveau. Mais c'est la manière. Leader, moteur et puis efficace. On va écouter un petit peu les propos des fans qui étaient autour du Chase Center quand il s'agissait de parler de Jordan Poole. I mean, they picked him up for a reason. They saw something in him. So it took a while, but hey, he did a good. He put up points in the last 3 games of the playoffs. He gonna get a fat check after this season or the next season, though. Yeah. Voilà, on est très très enthousiaste quand on évoque. Check. Pour bien traduire, hein, un chèque bien épais. Oui, il le mérite, hein, vu les performances sur le terrain. Melvin, je reste encore avec toi. Jordan Poole, quasiment l'un des meilleurs Warriors à ce niveau-là de la saison. C'est inattendu, mais est-ce qu'il peut tenir ce rythme? C'est le meilleur Warrior à l'heure actuelle. C'est ce qu'on a vu un peu dans la première série, c'est-à-dire qu'il a fait 3 premiers matchs exceptionnels. Et puis quand Denver a mis Aaron Gordon sur lui, a été beaucoup plus physique avec lui, il a un peu disparu. Là, il est revenu en forme lors du Game 1 face à une équipe de Memphis. Je pense qu'il a eu du mal à s'adapter au jeu si unique des Warriors. Mais ça va être, je pense que c'est le prochain niveau pour lui. C'est-à-dire que Steph Curry en parlait. Il y a beaucoup ce parallèle entre Steph Curry et Jordan Poole qui est fait dans les médias locaux ici. Et Curry a dû passer par cette étape où la seule façon de l'arrêter ou de limiter, c'était les adversaires en étant extrêmement physique avec lui. Et donc, je pense que Memphis va le faire lors des prochains matchs. Et donc, ça va être intéressant de voir comment Jordan Poole peut répondre à ce nouveau défi. Tu parlais de Steph Curry. Il y a une décla concernant Jordan Poole. Hein, c'est assez élogieux de la part de Steph Curry. On peut la lire. C'est un scoreur. Parlons de Jordan Poole. Hein. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et lui, il l'est. Voilà un peu ce que dit Stephen Curry sur Jordan Poole. On a l'impression qu'il a été adoubé. Hein. On le considère maintenant comme un splash bro. On le considère vraiment comme un joueur important. J'irai encore plus loin. Dans sa déclaration, il dit non seulement ça, mais il dit il y a cette capacité à être prêt pour saisir ta chance dans le moment. C'est-à-dire quand l'opportunité se présente, de saisir ce moment par les cornes. Et il dit soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Il y a des joueurs très talentueux et d'autres qui le sont un peu, qui le sont tout autant, mais qui n'ont pas cette capacité à exceller sous pression. Et Jordan Poole, quand tu vois sa maîtrise du match 1 et la manière dont il a géré et alterné, par exemple, la menace extérieure et la distribution de caviar à la cuillère,
Wow, c'était fort. c'était Steph Curry-esque, comme dirait. Élargissons et pour conclure ce premier focus à la question des Warriors de manière globale. On les a vus en 2015, 2016, 2017 et après. Il y a 3 titres quand même pour 4 dans l'histoire de la franchise, mais 3 titres récents. Est-ce qu'ils font de nouveau peur ces Warriors? Bien sûr, ils font peur puisqu'ils arrivent. Je pense que c'est exactement à ce moment-là, ils me font penser un peu à l'ancienne. L'équipe de Duncan, l'équipe de... tu parles des Spurs avec Ginobili, Duncan, Parker, Bruce Bowen et consorts. Exactement, qui ont bien mariné et qui commencent à avoir cette maturité. Peut-être tu parles vraiment de la cohésion d'équipe et de la compréhension de l'un l'autre. Tout le monde bouge à la même vitesse, avec la même... C'est leur ADN depuis quelques temps. Depuis quelques temps, et c'est ce que je disais, mais là ils arrivent vraiment à cette étape où ils ont une identité. Ils ont quelque chose qui est, y a pas de, il le disait tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé le mot, ils vont arriver sereins. Et quand je dis serein, c'est pas on est en confiance. Ils ont une identité, ils connaissent leur jeu, ils connaissent leur fond de jeu. C'est-à-dire que tu vois un Klay Thompson qui toute la soirée qui était pas vraiment dans le, mais il sort de la. C'est lui qui met le gros tir. C'est lui qui met le gros tir quoi. Et il passe d'une série qui était assez compliquée quoi, mais il sort de là, feinte. Voilà. Ok, on continue, on va aller du côté est des États-Unis. Antoine n'est pas là, mais on va quand même avoir cette petite discussion autour des Bucks et des Celtics. Les Bucks, champions en titre, hein, il faut quand même le rappeler. Giannis Antetokounmpo, MVP, donc c'est quand même l'équipe à battre. Boston, qui a fait un premier tour de feu, qui a sorti donc les Nets 0-4. Est-ce qu'ils ont les moyens, les Celtics, d'éteindre Giannis Antetokounmpo? On va peut-être aller sur le Game 1, puisque ça a déjà joué, et on verra les résultats du Game 1, et notamment les stats. Donc Giannis, c'est 24 points, 12 passes et 13 rebonds, donc triple-double. Dans un match où il n'a pas été très très adroit, pourtant, mais il a dominé physiquement. Et Jason Tatum, également très très fort. Là, on a quoi? On a les points et l'adresse au tir, donc 33% pour Jason Tatum. La défense des Celtics avait été très très forte au premier tour, c'est là où je veux en venir. Est-ce qu'elle a les armes pour arrêter, contrôler Giannis et éventuellement les autres? L'éteindre, non. Je pense que ce serait en fait de manière déviée. C'est-à-dire qu'individuellement, personne ne peut éteindre Antetokounmpo à ce stade de sa carrière. Dans le sens où il a maintenant une compréhension de lui-même, une maturité. On a vu sa progression. Il a déjà choqué. Bon, quand je dis choke, ça veut dire qu'il s'est... Il a avalé sa propre langue au moment le plus important pour son équipe par le passé. Et c'était sa jeunesse, son apprentissage. Maintenant, il a cette maîtrise. Là où ils peuvent influencer, c'est qu'on a vu qu'il fait un triple-double. Il ne shoot pas bien, il distribue le love, si on peut le dire comme ça. Il fait son triple-double. Si ses coéquipiers font face à une panne d'adresse, c'est là où les Bucks peuvent se retrouver en difficulté. Individuellement, on l'a vu, beaucoup trop puissant. Personne n'a les qualités physiques de le tenir. Mais je pense que les Celtics ont ce qu'il faut en magasin pour arrêter ou contrôler. Peut-être un match ou deux, mais ils en prendront pas 5. Ok, donc toi tu vois plutôt les Bucks. Oui, je vois les Bucks parce que je pense aussi que les Celtics ils ont laissé pas mal de plumes. Je pense face à l'équipe de Kevin Durant, je pense qu'ils ont laissé énormément de jus et ça ne sera pas possible de reproduire ça plusieurs fois. Ouais, on a quelques stats d'ailleurs à vous montrer, les stats collectives des équipes. On est toujours pareil sur un Game 1. Donc voilà, c'est en rouge tout ce qui n'est pas terrible. Donc les Celtics au niveau de l'adresse c'est 41,3. Il y a 48 rebonds, donc c'est moins que les 54. Et il y a 18 ballons perdus. Voilà, forcé forcément par la qualité de l'équipe des Bucks qui, elle, est en train de monter un petit peu. Tous les Bucks jouent sans Middleton, il faut le rappeler. Sans Middleton. T'as Chris Middleton qui est All-Star, le leader de cette équipe dans le scoring, parce que quand en fin de match, on sait qu'Antetokounmpo sur la ligne des lancers francs, ça peut être compliqué, donc on se rabat beaucoup à donner la balle à Chris Middleton, qui lui est en capacité de créer individuellement des opportunités et de mettre les lancers francs en fin de match. Okay. Il joue sans lui et il gagne. Il gagne quand même, avec la manière à l'extérieur, rappelons-le. Melvin, je te lance aussi sur les Bucks et la forme des Bucks ascendante. Est-ce que toi, tu les vois passer, on va pas dire tranquillement, mais est-ce que tu les vois passer en finale de conf? Bah écoute, moi je les ai champions NBA en c'est vrai. Saison. Donc la réponse est toute trouvée. Oui, après, moi ce qui m'a impressionné dans ce match 1,
Et un peu pareil que les Warriors d'ailleurs, il y a cet ADN du champion, cette culture du champion. On les a vus aller dans le Garden et y aller en patron et prendre le contrôle de la série. Et ça pour moi, ça a été extrêmement impressionnant. Défensivement, ils sont aussi, je pense qu'ils font aussi peur que Boston. Ils ont énormément de taille et de physique, ce que Brooklyn n'avait pas. Donc je pense que les Celtics vont sûrement s'adapter et ils ont sûrement été surpris sur ce premier match. Mais après, comme le disait Angelo, on a Giannis, on a Jrue Holiday qui est le meneur, un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et après, tu as tous les seconds couteaux. Donc, est-ce que les Bobby Partis, les Wes Matthews, les Grayson Allen peuvent continuer à être adroits? Et du coup, moi, ça pose un peu la question de la façon dont tu défends Giannis Antetokounmpo. Est-ce que tu peux lui donner, entre guillemets, le scoring, mais est-ce que tu peux peut-être éviter d'envoyer des prises à deux pour donner des tirs ouverts et en rythme à ses coéquipiers? Oui. Moi, c'est ce que je vais regarder dans ces matchs. Ils ont l'expérience, hein. N'oubliez pas qu'ils sont quand même champions. Ils ont été champions, ils ont été cherchés. Ils ont, au-dessus de tout le monde cette année, ils ont une expérience où ils viennent de loin et ils ont tenu bon. Et je pense que ça va beaucoup jouer l'expérience sur. Ouais, ils ont été moins hype d'ailleurs, c'est vrai, toute cette saison, mais l'expérience, ils l'ont acquise et on est en train effectivement de. Exactement. Et pour ceux qui vont regarder le reste des matchs, j'espère que notre émission va donner envie aux gens de s'intéresser un peu plus au meilleur championnat du monde, tout simplement. Ce qu'on voit défensivement, c'est intéressant. Techniquement, la grande majorité des équipes refusent d'envoyer les joueurs vers le milieu. Et là, j'ai vu quand même sur les changements, surtout quand les grands se retrouvaient sur les petits, et viens au milieu, mon grand, et viens te fracasser sur la muraille. On a de la taille, on a de l'envergure, alors viens prendre les intervalles milieu et on va voir ce que tu vas faire. Et Boston s'est retrouvé à jouer, pas à contresens, mais de manière, comme l'a dit Melvin, perturbée. Et à noter le score. Vous avez vu le score? Oui. C'est moins de 100 points, quoi. Oui, un peu étriqué. De toute façon, les playoffs, c'est une histoire d'ajustement. On va voir comment les équipes s'ajustent pour. On ne peut pas gagner avec moins de 100 points NBA, c'est pas possible. Non. Il va falloir s'ajuster. Bavards nous sommes, on est obligé de s'arrêter. Les playoffs continuent, malheureusement pas sur Sport en France, mais nous on sera là la semaine prochaine pour débriefer, analyser l'actu des playoffs NBA. C'est déjà l'heure de remercier les équipes techniques de Sport en France et Lucien à l'édition qui a préparé magnifiquement cette émission. Vous retrouvez également la Ligue féminine qui arrive sur Sport en France. Vous aurez les playoffs à disposition, donc n'hésitez pas à bien sûr regarder le basket féminin. Merci beaucoup Mélissa d'être venue. Merci à vous. On te retrouve très vite, tu sais maintenant qu'on est là, la porte est ouverte. Merci beaucoup. Melvin, qu'a ressenti du côté de San Francisco, merci beaucoup. C'est que la journée commence pour toi. Profite bien et prends soin de toi. Angelo, qui part en Grèce. C'est une nouvelle fonction. Merci. Puis on se retrouvera très vite. Tu nous donnes des nouvelles, bien sûr. Bien sûr, mais je serai en visio. Je vais être comme mes copains qui sont derrière l'ordinateur. Ouais. Je peux pas quitter mon Spike, bro. L'émission Hype, également en replay sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes de téléchargement. Bonne Hype à tous et à bientôt. Ciao.